Ce FCPR est le nouveau millésime d'une gamme lancée en 2012. À cette époque, le private equity séduisait par sa décorrélation avec les marchés financiers, ses performances et le sens donné au placement. Mais le niveau de risque, le ticket d'entrée et les durées de placement en limitaient l'accès. Nous avons donc pris le parti fort de proposer un fonds obligataire, plus court et bénéficiant d'une garantie partielle en capital pour aller convaincre une clientèle patrimoniale traditionnelle. Et histoire d'aller au bout de notre raisonnement, nous avons ouvert la souscription des 1 000 €. Notre track record a depuis permis de souligner que la résilience et la régularité étaient les maîtres mots de cette gamme. Et une fois n'est pas coutume, je vais donc commencer par vous présenter la promesse produit avant de soulever le capot et de vous expliquer comment nous réussissons à la tenir année après année. Ce FCPR est un fonds de portage obligataire daté. Cela signifie qu'il sera investi sur des obligations de PME françaises souscrites dès l'émission et portées jusqu'au terme. Nous parlons évidemment de titres non cotés. En tant que tels, leur valorisation intégrera uniquement les flux futurs attendus. Si le contrat obligataire prévoit des intérêts de 7% par an, eh bien, la courbe suivra une pente régulière de 7% par an. Nous parlons donc d'un fonds a priori très peu volatile et c'est cette absence de volatilité qui est la première promesse de ce fonds. La seconde est de tenir un objectif de performance de 6% par an. Je reviendrai plus tard sur ce point car la dernière promesse de ce fonds est probablement la plus différenciante. Il s'agit de réduire au maximum l'incertitude qui pèse sur la performance finale et a fortiori le risque de perte en capital. C'est pourquoi, depuis le lancement de cette gamme, nous avons développé des mécanismes de garantie qui n'ont cessé de s'améliorer. Nous nous fixons un objectif de performance de 6% par an. Dans l'environnement de taux bas que tout le monde connaît, il peut être tentant de penser que nous sélectionnons des entreprises en difficulté, pressurisées. Il n'en est rien. Au contraire, nous ciblons plutôt des entreprises de 10 à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, matures, rentables et avec de vrais projets de croissance. Comment nous arrive-t-elle? Qu'est-ce qui les motive? Pour le comprendre, il faut rappeler les conditions de financement actuelles. Pour faire court, je dirais que les capitaux ne manquent pas, mais que les règles prudentielles en vigueur, PAL 3 et 4 pour ne citer qu'elles par exemple, limitent l'accès au crédit. En gros, on ne prête qu'aux riches. Et être riche pour une entreprise, c'est notamment avoir d'importants fonds propres. Une société qui cherche à convaincre une banque va donc régulièrement devoir se poser la question du renforcement de ces fameux fonds propres. La solution la plus simple est de faire une augmentation de capital. Mais par définition, une telle opération est dilutive. Le dirigeant perd une partie du contrôle de sa société et renonce également à un bout de la plus-value future. Donc plus la société est mature, en croissance, et moins un dirigeant aura envie d'ouvrir son capital. Et c'est là que les obligations convertibles prennent tout leur sens. Quand on analyse leur taux, il faut donc bien garder en tête que ce financement se fait en remplacement d'actions et non de dettes. Le benchmark n'est tout simplement pas le même. Une obligation est un contrat qui prévoit le paiement d'intérêts et le remboursement d'un nominal au terme. On parle d'obligation convertible, OC pour les intimes, quand le contrat prévoit que le prêteur peut échanger son obligation contre une action. Et là, la magie comptable opère. L'existence de cette option permet à une banque de considérer les OC non pas comme de la dette classique, mais comme des quasi-fonds propres. L'émission d'une obligation convertible sera donc vue comme un renforcement du bilan et permettra à la société d'être en situation favorable pour obtenir son crédit bancaire. Les OC ne sont en général qu'une brique qui permet de débloquer un financement plus global. À ce stade, la banque est satisfaite. Mais le dirigeant, lui, s'est engagé à payer des intérêts
et supporte toujours le risque de dilution. Pour que le montage présente un intérêt, il faut donc ajouter une couche à notre millefeuille contractuel. C'est ce que nous appelons la prime de non-conversion. Cette dernière est un super coupon, négocié dès l'origine, mais que nous ne toucherons au terme que si nous portons l'obligation jusqu'au bout sans exercer notre option. Pour nous, c'est une belle incitation à la patience et pour le dirigeant, c'est une barrière à l'entrée. La gamme entrepreneur et rendement n'a pas vocation à supporter le risque action. La conversion ne sera donc a priori utilisée qu'en cas de vente de la société. Ce sera alors l'occasion d'empocher une plus-value supplémentaire et non prévue. Une cerise sur le gâteau est parfois assez conséquente. Pour résumer, la typologie comptable spécifique des OC nous permet de jouer sur 3 leviers. Premièrement, la perception de coupons, en général 5% par an. Ensuite, la prime de non-conversion, du même ordre de grandeur et qui nous permet d'afficher des rendements bruts d'au moins 10%. Et enfin, l'option de conversion qui réserve parfois de jolies surprises. Tout d'abord, je tiens à rappeler que le non-coté ne pâtit pas des excès de capitaux que l'on observe sur le côté. Il est assez difficile pour une petite société de convaincre des investisseurs et seules les entreprises les plus qualitatives y arrivent. Cette sélection naturelle explique que le taux de défaillance n'a jamais été très élevé dans le non-coté. En tant que société de gestion, nous allons ensuite faire notre travail de sélection pour cibler une vingtaine d'entreprises. Plus original, nous allons ensuite demander à un organisme tiers, indépendant, d'effectuer une notation qualitative et quantitative de la société. Si la note n'est pas bonne, réglementairement, nous ne pourrons pas réaliser l'investissement. Enfin, et je sais que c'est le point qui vous intéresse le plus, nous avons mis en place un partenariat avec le FEI, Fonds européen d'investissement, sorte de BPI européenne. Cela nous permet d'assortir chaque ligne d'une garantie partielle en capital. Le FEI est un organisme public. La garantie que nous proposons est directement liée au plan Juncker qui a pour objectif d'aider les PME européennes. Il s'agit donc d'un dispositif politique qui n'a pas vocation à être rentable. Il est très difficile d'obtenir cette garantie, mais une fois que vous l'avez, elle marchera à tous les coups. Concrètement, la garantie fonctionne ligne à ligne. Si une société fait défaut, elle sera activée et ce, même si le fonds est positif par ailleurs. Il n'y a donc pas d'effet moyenne. Ensuite, que dit-elle? Elle dit que si une perte en capital est constatée, quelle que soit la raison, la date ou le volume, alors elle prendra à sa charge 70% de cette perte. Elle l'épongera littéralement. Nous sommes donc en présence d'un effet airbag très puissant. D'autant que je parle de perte en capital. Or, je suis dans le cadre d'un fonds obligataire. Par définition, cela signifie que des coupons sont perçus. Ces derniers ne seront pas intégrés dans le calcul de la garantie. Côté pile, cela veut dire que si la société ne les paie pas, personne ne viendra nous les remplacer. Mais côté face, cela signifie que les coupons déjà perçus vont progressivement s'ajouter à la garantie partielle en capital pour réduire encore le risque. Le temps joue donc en notre faveur. Regardez le graphique. La 5e année, le fonds a déjà perçu 5%, multiplié par 5 ans, soit 25% de coupons. Un défaut total sera remboursé à 70% par le FEI. Avec les 25% déjà perçus, ce ne laisse donc un risque résiduel que de 5%. Quand on sait qu'une ligne pèse en moyenne 5% du fonds, je vous laisse faire le calcul. Cette garantie est d'une efficacité redoutable et elle explique que les millésimes se suivent et se ressemblent dans leur constance. Ce fonds ne sera pas sectoriel. Pour autant, certains domaines seront probablement surreprésentés. Nous avons ainsi une appétence
particulière pour les secteurs en consolidation qui facilitent des projets de croissance externe. Nous apprécions également grandement tous les modèles économiques qui s'appuient sur une logique d'abonnement et permettent de gagner en visibilité. Je pense par exemple aux logiciels professionnels sous forme de SaaS, c'est-à-dire des logiciels qui vous louent votre licence et encaissent donc des revenus tant que vous l'utilisez. Dans le même ordre d'idée, nous apprécions également les écoles privées, le secteur du média et les entreprises travaillant dans le domaine de la digitalisation. Il s'adresse aux investisseurs qui souhaitent donner du sens à leur épargne en investissant dans le non-coté, mais en limitant leurs risques. Il s'adresse également aux clients qui ne sont pas encore en demande de non-coté, mais cherchent un rendement cible raisonnable avec une volatilité faible. L'objectif de cette solution est de servir un multiple de 1,4, soit 6% de TRI annuel. À noter que ce fonds, comme la plupart des fonds non cotés, connaîtra une petite courbe en J. La valorisation baissera généralement d'environ 2% la première année avant de trouver son rythme de croisière. La garantie partielle en capital permet de réduire de façon très notable le risque de perte et donc de proposer ce fonds à une clientèle légèrement plus prudente. Toutefois, il s'agit d'un fonds de maturité 6 ans, pouvant être prolongé 2 fois 1 an. Il faut donc impérativement que le client accepte cette forme d'illiquidité. En contrepartie de cette durée de blocage, le fonds bénéficiera d'une fiscalité allégée. Cela représente un dernier argument, notamment pour les personnes morales peu habituées à profiter de ce type de réduction. Mots-clés: obligations convertibles, garantie partielle, résilience. Les obligations cotées valorisent en permanence au relatif, c'est-à-dire que leur prix à l'instant T représente l'appétence du marché pour telle ou telle émission par rapport au reste des possibilités offertes. Concrètement, cela signifie que la moindre variation de taux a une influence importante sur le prix affiché de l'obligation. Arbitrer permet d'aller chercher un surcroît de performance, mais évidemment, un mauvais timing entraînera une perte. C'est ce qui est couramment résumé sous l'appellation risque de taux. Les obligations non cotées, elles, ne vont pas intégrer cette notion d'arbitrage. Leur valorisation ne risque donc pas de diminuer en cas de hausse des taux. Le ressenti des clients s'en trouve grandement amélioré. Le taux de rentabilité attendu de notre FCPR est toutefois en grande partie fixe. Il est donc évident que si vous tablez sur une inflation de 5% par an, il sera préférable de vous orienter vers d'autres propositions, avec des taux variables par exemple. La beauté de la gamme rendement est qu'elle repose sur une double anomalie de marché, positive: le traitement des OC et le mécanisme de garantie. Ce dernier a un coût de 0,25% en l'occurrence, mais le fait qu'il soit proposé par un organisme public qui ne cherche pas à rentabiliser son effort explique son efficacité. Nous travaillons avec le FEI depuis 2016 et avons eu l'occasion d'exercer la garantie à quelques occasions, heureusement assez rares. Nous pouvons vous confirmer que cela fonctionne et le track record des précédents millésimes en est la parfaite illustration. Ce fonds est accessible à tout type de clientèle, personnes morales ou physiques, dès 1 000 €. Le versement des sommes se fait en une fois. Il s'agit d'un fonds capitalisant de maturité 6 ans, pouvant être prolongé 2 fois 1 an. Il est possible de le souscrire en nominatif pur, en compte titre ou à travers de contrats d'assurance vie français ou luxembourgeois. Les assureurs ayant référencé ce fonds en France sont Spirica, Swiss Life et AXA. En cas de souscription directe, le fonds bénéficiera de la fiscalité allégée des fonds non cotés investis en OC, soit pour les personnes physiques, l'exonération de l'impôt sur les plus-values avec uniquement le paiement des prélèvements sociaux, et pour les personnes morales soumises à l'IS, un taux forfaitaire de 15%.
J'espère que ce module de présentation vous a plu et je vous encourage à retrouver toutes ces informations dans les différents supports que nous mettons à votre disposition dans votre espace partenaire.